Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ok, Euh, alors, bonsoir à tous ceux qui viennent aussi de nous rejoindre depuis le début. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session du webinaire Infectiologie en partenariat avec la SPILF, la Société française de pathologie infectieuse de langue française, et, euh, et la revue Infectious Disease Now. Nous avons le plaisir aujourd'hui, ce soir, d'accueillir avec nous professeur Anne-Geneviève Marcelin et professeur Robert Cohen pour deux présentations au sujet de l'infectiologie de Covid. On va pouvoir commencer par la première présentation de professeur Marcelin, qui est professeur à Sorbonne Université et virologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Je vais pouvoir vous donner la main, professeur Marcelin, pour partager votre écran. ok. Et entre-temps, du coup, j'en profite aussi pour dire à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez en bas de votre écran normalement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et on va essayer de répondre au maximum à la fin, après les deux présentations. Donc, voilà, si ça vous va, professeur Marcelin, je vous laisse commencer. Ok, merci, très bien. Est-ce que vous voyez bien mes diapositives là? Oui, c'est parfait. Ok, bah alors donc j'y vais. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc on m'a demandé là de ce soir de vous parler des variantes du SARS-CoV-2. Alors pour les nuls, mais j'ai pas osé le mettre parce que je me doute que vous en savez déjà beaucoup. Alors là, je vous ai donc le SARS-CoV-2. Vous savez que ce virus, c'est un virus à ARN, qui est un virus qui a un génome assez important de 30 000 nucléotides, qui code pour 14 protéines non structurales et 4 protéines de structure. Globalement, pour un virus à ARN, c'est un virus qui a un taux de mutation virale assez faible parce qu'il a une exoribonucléase NSP14 qui a une activité correctrice et qui va corriger certaines erreurs lors de la réplication du virus. Et des analyses phylodynamiques ont estimé que c'est un virus qui fait un taux de mutation de 1 à 2 nucléotides par mois, ce qui est relativement faible, par exemple si on compare avec le VIH. Donc, il y a différents mécanismes qui génèrent ce qu'on appelle de la variabilité génétique. Notamment, il y a des phénomènes de recombinaison entre deux virus qui sont possibles lorsque deux virus infectent la même cellule. Ça a été montré, par exemple, pour les coronavirus, c'est possible, notamment pour les coronavirus animaux. Alors, c'est exceptionnel entre deux genres de coronavirus différents, par exemple les alpha et les bêta, mais au sein d'un même genre, c'est tout à fait possible. Et donc ça va générer de la variabilité génétique. Et il y a certaines publications qui ont évoqué aussi le système, enfin la protéine ApoBec3, qui est un facteur de restriction cellulaire, enfin une protéine cellulaire impliquée dans les défenses naturelles de l'hôte vis-à-vis des infections virales, qui peut participer à cette variabilité génétique. Alors, il y a d'autres phénomènes qui peuvent favoriser cette variabilité génétique, et ça a été bien montré, par exemple, dans cette publication dans le New England Journal of Medicine, en particulier chez des patients immunodéprimés, chez qui on a pu mettre en évidence une persistance, une réplication virale du SARS-CoV-2 pendant plusieurs semaines, donc chez ces patients immunodéprimés. Et donc avec, vous voyez, sur ces séquences virales, l'émergence au cours du temps de certaines mutations qui sont localisées en particulier dans la région de la spike, qui est une région importante du virus puisqu'elle est impliquée dans l'entrée du virus dans la cellule. Et donc ça montre bien qu'il peut y avoir cette évolution au cours du temps avec l'émergence de mutations à la faveur de l'immunodépression et de la réplication virale persistante chez ces patients, en particulier chez des patients qui ont pu être traités par de la plasmathérapie. Alors, on a observé donc cette
une émergence, donc cette variabilité à l'origine des variants du SARS-CoV-2, et on a vu l'émergence de ces variants à partir de l'été 2020. Ici, là, à peu près, vous voyez qu'on commence à avoir l'émergence de certains variants et avec une expansion très importante à partir de l'automne. Donc, au départ, il y avait ce virus SARS-CoV-2, cette souche initiale qui a été là pour la première fois séquencée en Chine. Et très vite, ce virus a fait une mutation dans la spike, la D614G. Et très rapidement, par exemple, les souches qu'on a identifiées en France ne correspondaient plus à la souche initiale, mais à la souche avec la mutation D614G qui lui donnait en fait un avantage puisqu'il se transmettait plus facilement. Et vous voyez qu'à partir de l'automne, là, il y a eu vraiment une expansion de ces variants, avec l'émergence, en particulier, vous avez en violet là, le variant dit anglais, le B1.1.7, le variant ici sud-africain, B1.351, le variant brésilien, P1, et plus récemment, le variant indien. Donc, il y a eu vraiment une accélération de l'émergence de ces variants. Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont être à l'origine de la sélection de certaines mutations, une sélection positive de certaines mutations. Bien, ce sont des mutations qui vont permettre au virus d'avoir, par exemple, une meilleure fitness virale, une meilleure réplication virale, une augmentation de la transmissibilité. C'est notamment cette mutation, cette fameuse mutation D614G dans la protéine SPAC qui était associée donc à une plus grande transmissibilité, mais également des mutations qui vont donner un avantage au virus, qui vont lui permettre d'échapper, par exemple, à la réponse immunitaire adaptative, et c'est également des mutations dont on va parler par la suite. Après, il y a d'autres mutations qui peuvent donner des avantages sélectifs, notamment des mutations qui vont modifier les interactions protéines et protéines de l'hôte. Alors, comment on va classer ces différents variants? Eh bien, actuellement, l'OMS a bien défini ça. On définit un variant préoccupant, ou VOC, pour Variant of Concern. C'est un variant pour lequel il a été montré qu'il y avait une augmentation de la transmissibilité ou un impact défavorable sur l'épidémiologie de la COVID-19. Ces variants aussi peuvent être associés à une augmentation de la gravité de la maladie ou à un changement de présentation clinique et à une diminution de l'efficacité des mesures de contrôle mises en place, qui peuvent être soit des mesures de prévention, un impact également sur les tests diagnostiques, les vaccins ou les molécules thérapeutiques. Alors, dans cette grande classification des variants, vous avez vu, on les appelle par des noms un petit peu compliqués selon la classification qui est utilisée. Donc, c'est vrai que ça devenait quand même un peu compliqué de s'y retrouver entre les différentes classifications Pango, JZ ou Nextstrain, avec voilà, des codes que vous avez ici. Alors, c'est vrai qu'on disait après le variant anglais, sud-africain, etc., etc. Et finalement, l'OMS pour simplifier les choses, demande en fait maintenant de les appeler les variants alpha, bêta, gamma et delta. Alors maintenant, on va regarder un peu quelles sont les principales caractéristiques de ces variants préoccupants qui circulent actuellement. Donc, on va commencer par le variant qui est dit anglais, donc le variant alpha. Il est apparu donc, pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020. Il a diffusé dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et par exemple, en France, à la mi-mai, il représentait presque 89% des séquences qui circulaient, enfin des virus qui circulaient en France. C'est un virus qui a été associé à une plus grande transmissibilité, ça c'est assez clair. En revanche, en ce qui concerne la sévérité, elle est toujours un peu débattue. Il y a même des études anglaises qui montrent une augmentation de la sévérité, puis d'autres études anglaises, par exemple, qui ne montrent pas d'augmentation de la sévérité. Donc ça reste débattu. Mais en ce qui concerne l'impact sur l'échappement immunitaire, je vais en parler après, il a l'air plutôt non significatif. Plus préoccupant d'un point de vue de l'échappement immunitaire, c'est le variant dit sud-africain, donc bêta maintenant, qui lui a émergé en Afrique du Sud au mois d'août 2020, a diffusé dans environ une centaine de pays, qui est resté assez peu fréquent en France, vous voyez, avec une prévalence de 9% à la mi-mai en Île-de-France, une transmissibilité également accrue et une
sévérité, une augmentation de sévérité qui est, qui est débattue, mais qui est probable. Et c'est finalement pour ce virus en particulier que l'échappement immunitaire est le plus significatif. Maintenant, le variant dit brésilien, lui, il est apparu en décembre 2020, il a diffusé dans une cinquantaine de pays dans le monde. En France, il est resté assez peu fréquemment retrouvé. Pareil, l'augmentation de la transmissibilité, elle est probable mais à consolider. Et en ce qui concerne la sévérité, pas vraiment c'est en cours d'investigation. Et en ce qui concerne l'échappement immunitaire, il est probablement un peu significatif, mais moins que pour le variant sud-africain. Je vais passer. Alors, nous, par exemple, on s'est intéressé au niveau de charge virale entre ces différents variants. Et on a comparé, dans cette étude là, qui a été publiée récemment, les niveaux de charge virale entre le variant donc, anglais et le variant sud-africain et la souche historique. Et ce qu'on a observé, c'était au moment du diagnostic des patients infectés dans les prélèvements nasopharyngés, on voit que les charges virales qu'on retrouve en médiane pour le variant anglais sont 3 à 10 fois plus élevées que par rapport à la souche historique et 2 fois plus élevées pour le variant sud-africain. Ce qui peut peut-être expliquer cette différence de diffusion aussi en France, par exemple, du variant anglais par rapport au variant sud-africain, puisqu'il y a une charge virale peut-être plus élevée pour le variant anglais et une transmissibilité donc plus importante par rapport au sud-africain. Alors, le plus récent, là, c'est le variant indien qui a émergé donc, en Inde en 2020, qui est en train de diffuser dans le monde. Il y a 3 soulignés qui sont actuellement décrites. Et pour le moment, en France, et là, je regardais les chiffres tout à l'heure, il est retrouvé entre 2 et 4% à la mi-juin en France. Et c'est localisé dans certaines régions, mais il reste encore peu fréquemment identifié. La transmissibilité, elle est augmentée. Les dernières données suggèrent une transmissibilité augmentée de 60%. En ce qui concerne la sévérité, on n'a pas tellement de données et probablement l'impact sur l'échappement immunitaire est faible. Donc, c'est ce variant indien qu'on voit émerger dans certaines régions d'Angleterre, cette soulignée 2 là en rose, vous voyez, avec alors on a l'impression que ça explose. Alors c'est vrai que c'est cette souche qui se transmet plus que les autres, mais pour le moment ça reste dans des nombres absolus relativement faibles. Mais c'est vrai que les Anglais, ça les a conduits quand même à être très prudents et à décaler les mesures de déconfinement. Pourquoi on s'intéresse beaucoup à ces variants? Eh bien parce qu'ils comportent des mutations dans une région qui est très importante, qui est la protéine Spike, et en particulier dans le domaine de liaison au récepteur, qui est le récepteur donc ACE2 cellulaire. Et en particulier, cette région donc, RBD est la cible des anticorps neutralisants et des anticorps monoclonaux. Vous avez ici une représentation de la protéine, de la spike, avec la région donc RBD qui est très importante, mais une autre région de la protéine spike dont on parle moins, qui est le domaine N-terminal, et qui peut avoir un rôle aussi important comme une cible des anticorps neutralisants, mais c'est quand même principalement les mutations qui sont dans cette région qui sont explorées. Avec, vous voyez, dans cette région RBD, des mutations dont on va parler par la suite, les mutations 484, 501 et la 452 pour le variant indien. Alors, donc, ces mutations dans la région RBD, elles peuvent avoir un impact sur les anticorps neutralisants qui ont un rôle important dans l'immunité protectrice, puisqu'ils vont contribuer à empêcher le virus d'infecter les cellules, et que si on a une diminution de l'activité de ces anticorps neutralisants dus à ces mutations, eh bien, ça peut être un problème.
Donc là, vous avez une représentation de la région de la SPAC, en particulier donc la région RBD, de domaine de liaison récepteur, avec les différents variants. Vous avez là, le variant anglais, le variant brésilien et le variant sud-africain. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, là, le variant anglais comporte donc une mutation, donc la mutation 501 ici, qui, elle, est associée donc à une augmentation de l'affinité de l'attachement de la spike à son récepteur, ce qui va favoriser sa transmissibilité. Mais en revanche, cette mutation est présente, hein, pas seulement sur le variant anglais, mais sur les autres variants qui sont ici. Donc ça, son rôle a bien été identifié. En revanche, il a été montré que eh bien, il n'y avait pas d'impact, hein, vis-à-vis du variant anglais, hein, du pouvoir neutralisant des patients, des plasmas de sujets vaccinés. Hein. Il n'y a pas de réduction de cette neutralisation quand on teste des sérums de patients qui ont été vaccinés soit avec du Pfizer ou du Moderna. Donc ça, c'est assez... ça, c'est les données in vitro, mais c'était confirmé donc, cliniquement avec l'efficacité clinique, hein, des différents vaccins. Vous voyez ici, vous avez les efficacités dans les différents essais cliniques des différents vaccins avant l'arrivée du variant anglais. Et on voit que dans les données qui sont disponibles, l'efficacité reste la même lorsque les patients sont infectés avec ce variant anglais. Donc des données vraiment très rassurantes pour ce variant en ce qui concerne la vaccination. Ça, c'est le papier, hein, qui montre, donc, avec le vaccin AstraZeneca, qui suggère que, eh bien, il y a une efficacité clinique qui est identique chez les patients qui sont infectés par le variant anglais par rapport aux patients qui sont infectés avec la souche historique, et que c'est probablement lié au fait qu'il y a aussi des réponses T spécifiques qui sont générées lors de la vaccination et qui donnent en fait des réactions croisées entre ces différentes souches virales et qui donc protègent des formes graves de la maladie. Alors, la mutation qui est un petit peu plus embêtante vis-à-vis de la vaccination, eh bien, c'est la mutation E484K, puisque elle a la capacité de réduire la sensibilité aux anticorps neutralisants. Et ça, in vitro, c'est ce qui est montré pour les trois variants, le variant sud-africain, le variant brésilien et également le variant anglais qui comporte cette mutation en plus 484. Ça, c'est un très joli papier dans Cell qui montre bien que quand on regarde ces différents variants et l'activité des différents vaccins ARN, donc ici Pfizer 2 doses ou Moderna ici 2 doses, eh bien, la réduction la plus importante potentiellement de l'efficacité vaccinale, on l'observe avec le variant sud-africain, ici et ici pour Pfizer et ici pour Moderna, et que finalement pour les autres, en tout cas in vitro, même s'il y a diminution de l'efficacité des anticorps neutralisants, elle reste relativement faible. Et finalement, ça a été quand même confirmé, hein, dans les essais vaccinaux. Hein. En tout cas, par exemple, vous avez ici l'efficacité des différents vaccins sur le variant sud-africain dans les essais cliniques. Et on voit effectivement que, par exemple, pour le vaccin AstraZeneca, il y a une réduction importante, hein, de l'efficacité vaccinale, et ce qui a conduit, par exemple, l'Afrique du Sud à arrêter l'utilisation de ce vaccin. En revanche, il y avait quand même des données assez rassurantes avec le vaccin Pfizer au Qatar, puisqu'ils ont beaucoup vacciné avec le Pfizer et ils ont eu pas mal aussi de variants sud-africains. Alors, c'est vrai que s'il y avait une réduction de l'efficacité quand on regarde le pourcentage de PCR positives, en revanche, il n'y avait pas d'impact, pas de réduction de l'efficacité sur les formes sévères. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour le variant en fait, brésilien, eh ben, cliniquement, en tout cas, il y a peu de données disponibles actuellement. Je finirai par le variant indien, puisque c'est un petit peu ça qui préoccupe l'actualité. En tout cas, dans les données in vitro, il y a peu de
il y a un impact limité du variant sur la neutralisation de sérum de sujets convalescents. Vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de réduction de la neutralisation, que ce soit sur des tests sur virus entier ou sur virus reconstitués. Et puis, des données là, qui ont été publiées récemment par l'équipe de Pasteur, d'Olivier Schwartz, qui montrent qu'avec ce variant indien, eh bien, on observe une réduction de la neutralisation avec des sérums de convalescents de l'ordre de 3 à 6 fois par rapport au variant anglais. Et quand on étudie la même chose avec les sérums de vaccinés, après 2 doses de Pfizer, il y a effectivement une petite réduction de la neutralisation avec le variant indien, mais qui reste relativement faible, en tout cas avec le vaccin de Pfizer. Et alors, en revanche, ils observaient ici, là, avec le vaccin Astra, une réduction de la neutralisation, mais je pense qu'il faut considérer ça avec des pincettes, avec précaution, parce que c'était seulement après 1 dose de vaccin AstraZeneca. Et les résultats peuvent être différents après 2 doses. Donc ça, ce sont le ministère de la Santé anglais qui a montré des données, publié des données sur l'efficacité des différents vaccins Pfizer et AstraZeneca vis-à-vis du variant anglais, avec des taux d'efficacité du variant indien, et qui montrent des taux d'efficacité assez tout à fait similaires, donc des données rassurantes. Et ça, je pense qu'il faut vraiment prendre. Ça vient aussi du fait que, là, on se concentre sur l'activité des anticorps neutralisants. C'est vraiment ce que beaucoup d'études regardent. Mais il ne faut pas oublier que l'immunité cellulaire aussi va jouer un rôle. Et ça, c'est un très joli papier qui est paru récemment dans Science Immunology et qui montre bien, je ne vais pas détailler là tous ces petits points, mais globalement, le message, c'est de dire que, il y a une réaction croisée des cellules qui ont rencontré le variant, par exemple, le variant anglais, et que ces cellules sont capables de réagir contre du virus sud-africain. Donc, il y a vraiment une réaction croisée au niveau de l'immunité cellulaire qui doit forcément jouer un rôle dans la protection vis-à-vis de la maladie. Voilà, donc j'ai terminé. C'est une diapo de remerciements pour remercier toutes les personnes du laboratoire qui sont très impliquées dans cette pandémie, et toutes les personnes avec qui on a également collaboré, et puis nos financeurs. Voilà, donc je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, professeur Marcelin, pour cette présentation. Alors du coup, on va passer sur la deuxième intervention de ce soir avec le professeur Robert Cohen, qui est pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du groupement français d'infectiologie pédiatrique, et qui va nous parler aujourd'hui de la vaccination Covid pour les enfants. Donc, professeur Cohen, si ça vous va, je vous laisse la main pour partager votre écran et commencer votre présentation. Et je suis prêt à partager mon écran. C'est parfait, allez-y. C'est bon. Est-ce que vous m'autorisez? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. OK. Donc, en fait, d'abord, ce topo tombe très bien après le précédent topo, parce que ce qui va justement faire discuter la vaccination des adolescents, c'est aussi beaucoup l'émergence des variants, et en particulier des variants qui résistent à l'épidémie. Alors, on va parler essentiellement d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Depuis le départ, nous, les pédiatres, on milité. Pour militer, on s'est aperçu que les services d'adultes étaient pleins et que les nôtres étaient vides. Parce que c'est ça la vérité. Les services de pédiatrie ont été vides pendant des mois et des mois. Bien entendu, je ne parle pas de la néonate. La néonate n'a pas changé son activité. Mais voilà. Et donc, grosso modo, chez l'enfant, c'est 5 à 10 000 fois moins de décès, 100 à 1000 fois moins de formes graves. Alors, quand je dis 100 000 fois moins, ça dépend des pays. 100 fois moins d'hospitalisation. Grosso modo, de malades venant consulter, c'est 10 fois moins. 2 à 5
fois moins de PCR positifs en cas de suspicion. Et puis des enfants qui nous a apparu assez rapidement. Je sais que beaucoup d'épidémiologistes nous ont critiqué, mais finalement nous avons eu raison, que c'était moins contagieux chez l'enfant, je ne parle pas de l'adolescent. Et on parle toujours d'un R0, le R0 chez l'enfant, je ne l'ai pas vu, mais il est certainement moins. Et l'ESPID, qui est l'European Society for Pediatric Infectious Diseases, un congrès en octobre, et l'avis unanime, c'était pas de vaccination chez l'enfant en vue. Déjà, on peut changer d'avis en quelques mois. Donc, ce virus fait qu'on peut changer d'avis en quelques mois, il n'y a pas de problème. Donc, et puis les variants, comme il a été dit, ça pose le problème de R0 plus élevé, d'une nécessité de couverture vaccinale plus élevée et d'une sensibilité moindre. Donc ça remettre en question cette position initiale. Excusez-moi, je suis passé de diapo tout seul. Et d'autant plus qu'il y avait un effet démontré sur la transmission des vaccins. Donc, quand on se pose la question, c'est pourquoi vacciner? On peut vacciner pour des bénéfices collectifs, mais enfin, généralement, c'est un effet collatéral positif. Ce n'est pas la motivation unique de la vaccination. Il y a peu d'exemples où on a fait des vaccinations uniquement dans un intérêt collectif. Donc, il faut trouver des bénéfices individuels. Mes diapos passent tout seul, je suis désolé, de temps en temps, je suis obligé de revenir en arrière. D'accord? Les bénéfices individuels, c'est combien de morts du Covid chez l'enfant et l'adolescent, on va parler surtout, combien de séjours en réanimation, combien de séquelles, combien de formes graves, combien d'hospitalisations, de tests. Mais si on considère ce bénéfice individuel seulement, on va le voir, il est quand même relativement modeste. Par contre, combien de jours d'école supplémentaires, combien de problèmes mentaux et psychiatriques prévenus, parce qu'on sait que nos adolescents ont payé très, très, très cher cette pandémie en termes d'hospitalisation, de tentatives de suicide et de décrochage. Pour moi, c'est un bénéfice individuel direct. Si les épidémies se reproduisent, on ne pourra pas maintenir des enseignements fragmentés ou des enseignements en demi-jauge indéfiniment pour toutes les raisons. Donc, pour moi, ça, je le compte dans les bénéfices individuels qu'il faut mettre en avant pour nos enfants. Et puis, en plus, il y a les bénéfices collectifs, ne pas contaminer les autres, en particulier les plus fragiles, contrôler l'épidémie, diminuer l'émergence des variants. Donc, l'effet collatéral positif, en dehors des vacances, c'est d'envisager plus sereinement une rentrée scolaire, universitaire et de nos lycées mieux qu'elle l'a été, et qu'on ne pourrait pas continuer ça individuellement. Alors maintenant, le poids de Covid chez l'enfant en France, c'est sur les données de Santé publique France, c'est les moins de 18 ans, et vous prenez un tiers pour les 12-18 ans, 4500 cas quand même sur la période du 2-3 au 25-4-2021, 700 séjours en réanimation, quand même, ce n'est pas complètement rien, d'accord? Et quand on parle des PIMS ou des MISC, des moins de 18 ans, c'est environ 500 cas pour la même période depuis le début de l'épidémie. Donc, il y a quand même un bénéfice lié à la maladie. Bien entendu, en termes de mortalité, c'est très, très, très peu. Mais est-ce qu'on peut considérer les maladies vaccinales aujourd'hui uniquement en termes de mort qu'on prévient ou en termes de... Je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Alors, il y a eu quand même pas mal d'hospitalisations. 4000, c'est beaucoup. Pour vous donner un exemple, c'est plus que les vaccinations pour tuberculose, c'est plus que les vaccinations pour varicelle, c'est plus pour les vaccinations pour des tas de maladies pour lesquelles on propose déjà un vaccin. Mais en fait, dans cette vaccination de l'enfant, il faut bien se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui étaient liés qui n'auraient pas été fortement justifiés. Par exemple, le lot que vous voyez ici des moins de 3 mois est très, très important parce que quand on a un enfant de moins de 3 mois qui a 39 de fièvre, on est obligé de lui faire des examens complémentaires et souvent dans le cas d'une hospitalisation courte. Les autres, et puis on hospitalisait plus facilement au début d'épidémie qu'on ne le fait maintenant. Mais néanmoins, il y a eu quand même des hospitalisations. Et quant aux PIMS,
ça a été un vrai problème. 500, les pédiatres français sont vraiment, vraiment impliqués dans ça. Et en fait, ça peut revenir à tout âge, mais avec quand même un pic de fréquence, on va dire, entre 5 et 12 ans. D'accord ? Alors ça, c'est ce que je vous ai donné, c'est l'évaluation en France. Aux États-Unis, et ce n'est pas tout à fait pareil aux États-Unis, à cause du poids des minorités et à cause des conséquences pour les minorités du Covid qui ont été beaucoup plus importantes que chez nous. Aux États-Unis, ils estiment à 22,2 millions de cas chez les 5-17 ans, donc ce qui n'est pas rien, d'accord ? Et ils estiment à 127 décès. Ce qui est là, c'est quand même, quand on arrive à ces chiffres-là, c'est plus que la pandémie de grippe H1N1 en 2009, et c'est plus que la grippe saisonnière pour les 3 dernières années. Or, il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, la vaccination de la grippe est recommandée pour tout le monde, à tout âge et tous les ans. Donc, de leur point de vue, et on le comprend, cette vaccination de l'adolescent, voire de l'enfant, n'est pas un moindre problème. C'est d'autant moins pas un problème qu'il y a eu ce problème de fermeture des écoles. Et quand vous voyez, moi je ne le vois pas complètement parce que c'est caché, mais je vais vous voir ça, on a été absolument exemplaire par le nombre de semaines de fermeture d'écoles pendant la pandémie. On a été le pays qui a le moins fermé ses écoles. Et comme vous avez vu, on a moins fermé nos écoles, mais la France, c'est 10 semaines, et quand vous regardez les USA, c'est 47 semaines. Donc, quand on voit que dans le bénéfice individuel, le retour à une scolarité normale à des enfants qui vont bien, etc., on comprend que d'un pays à l'autre, notre empressement à vacciner les adolescents, mais un empressement qui peut être justifié. L'empressement, là, dans ma bouche, apparaît comme négatif, mais vous verrez que je ne suis pas négatif sur ça. Il y a le poids de la maladie qui n'était pas le même à cause du poids des minorités. Il faut savoir que vous étiez hispanique ou black aux États-Unis, vous aviez un risque d'hospitalisation pour les enfants qui était multiplié entre 5 et 10. D'accord ? 5 et 10, et quand on sait que ces minorités au global représentent 30%, notre appréciation du poids de la maladie n'est pas tout à fait le même. D'accord ? Et donc, il y a ce poids aussi des écoles. D'accord ? Donc, si depuis plusieurs mois, nous affirmons que les jeunes enfants ils sont moins contaminés, moins contaminants que les autres, ça, on ne l'a jamais dit pour les adolescents parce que nos taux de positivité de PCR à partir de 11 ans ressemblent beaucoup à ceux de l'adulte. D'accord ? Et ça, c'est un point important. Et c'est eux qui ont payé un lourd tribut mental, psychique, sanitaire à la fermeture des écoles. Donc, on pense vraiment que si on peut vacciner les adolescents, on doit le faire, mais en prenant, je vais dire tout le temps, relativement. Alors, avec cette idée que je vais modérer tout à fait, que s'ils ne sont pas vaccinés, le risque de virus circule bien plus chez eux que chez les adultes, et la Covid-19 va être une maladie pédiatrique, d'accord ? Et puis, plus de risque de transmission aux autres. Donc, cette santé mentale pendant la pandémie, cette prévention de la santé mentale des enfants et des adolescents, pour nous, c'est un bénéfice direct qu'on doit prendre en compte comme un bénéfice direct et qui nous pousse à vacciner les enfants. D'accord ? Et donc, les conséquences, on vous l'a souligné, suicide, ça, on a des documents, les dépressions, les décompensations dans la dissociation, les pathologies psychosomatiques, le décrochage, le temps d'écran. Pour nous, le temps d'écran est un problème. Et la diminution de l'activité physique, tout ça, et que globalement, on est favorable. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour les Américains, où il y a beaucoup d'études qui suggèrent que les enfants et les adolescents ont souffert de façon non disproportionnée par rapport aux adultes et par rapport à une maladie comme on l'a vu. Alors, donc, on est vraiment favorable à la vaccination des adolescents dans son principe. Mais quand même, il faut se rendre compte que dans une maladie, plus l'effet bénéfique individuel
est considéré comme modéré, plus le niveau d'exigence pour la tolérance doit être important. D'accord ? Et il y a des exemples dans le passé sur des effets indésirables qui n'apparaissaient pas chez l'adulte, mais qui sont apparus chez l'enfant. Et le meilleur exemple, mais je pourrais vous en décider d'autres, c'est la pandémie, c'est la narcolepsie. La narcolepsie est une maladie embêtante, hein, je veux dire, c'est pas... et qui est survenue majoritairement chez des enfants entre 5 et 15 ans, et qui est une maladie qui persiste tout le temps. Donc, les études même, là maintenant, on est entre les deux vaccins, parce que je vais vous dire quelques mots du Moderna, à 3000 vaccinés, d'accord ? Il y a une bonne tolérance, mais on a besoin de données de pharmacovigilance. Et les premières données de pharmacovigilance en vie réelle sont moins rassurantes. Alors, je voudrais juste venir pour l'étude Pfizer. L'étude a comporté 2260 sujets de 12 à 15 ans. L'AMM du Pfizer partait de l'âge de 16 ans. La tolérance était la même que chez l'adulte, un peu plus de fièvre et de réaction locale, d'accord ? Et l'efficacité, 18 dans le groupe placebo, il y a 1200 dans le groupe placebo, 0 dans le groupe vacciné. Mais surtout, et ce n'est pas une surprise pour nous, c'est que les taux d'anticorps étaient sensiblement plus élevés que dans le groupe plus de 18 ans. D'accord ? Et la GMT que vous voyez, c'est de l'adulte jeune. Et vous voyez que par rapport à l'adulte jeune, la moyenne géométrique du taux d'anticorps est significativement plus élevée. Donc, ils répondent vraiment bien en anticorps. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on le sait, nous, pour l'hépatite B, on le sait pour le papillomavirus, c'est pour ça qu'on peut se permettre 2 doses au lieu de 3 doses, on le sait pour l'hépatite A et on le sait pour bien d'autres vaccins. Ce qui a permis pour ces vaccins d'envisager des schémas vaccinaux comportant des dosages moindres à la fois en termes de doses de vaccin ou moindres en nombre de doses. Ceci est important à considérer. Pourquoi ? Parce que apparaissent en même temps des études qui montrent que l'efficacité des vaccins, que ce soit le vaccin chinois ou que ce soit les vaccins AstraZeneca ou Johnson & Johnson ou les vaccins ADN, l'efficacité clinique est quand même corrélée au type d'anticorps. Vous voyez cette étude qui est sortie il y a quelques semaines, d'accord, et où il y a vraiment une efficacité clinique qui est corroborée au taux d'anticorps, que ce soit les anticorps neutralisants ici, d'accord. Donc il y a une vraie efficacité. Alors on parle de l'efficacité sur la transmission et sur les formes cliniques même modérées, simplement symptômes cliniques et tests positifs. Donc on a cette corrélation. Et une deuxième papier qui n'est pas encore publié, mais qui est disponible sur Medrxiv, d'accord, avec des gens très, très sérieux à l'origine de ce papier, où ils ont fait des corrélations. Et là encore, ce qui est intéressant, parce que dans les études cliniques, les taux d'anticorps n'étaient pas comparés les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on a vu, c'est que les vaccins donnent des taux d'anticorps plus élevés globalement que les convalescents témoins. Et dans toutes ces études, les témoins convalescents, c'était combien de fois les taux d'anticorps étaient supérieurs aux témoins convalescents, aussi bien en neutralisation qu'en taux d'anticorps. Et on voit que là encore, il y a une corrélation entre les taux d'anticorps obtenus et la protection, laissant espérer chez ces enfants-là une bonne taux d'anticorps. Alors, pour le Moderna, quelques mots, 3732 ados inclus, c'est une randomisation 2/1, il y a eu à peu près 2500 vaccinés. Là encore, ils sont à 100% d'efficacité à 2 doses et 93% d'efficacité en 1 dose. D'accord ? Et l'AMM devrait arriver d'ici le 1er juillet parce que le dossier a l'air bien construit. Et pour AstraZeneca et Johnson & Johnson, d'après ce que j'ai compris, il y a des données qui disent que les études se poursuivent, d'autres qu'elles sont arrêtées, donc je ne peux pas donner de savoir quand est-ce qu'on aura des résultats pour ces efficacités. Mais le reste des effets indésirables a fait qu'ils étaient très timides pour poursuivre les études. Donc, tout ça, on est très content. Et puis arrivé cette histoire de myocardite post-vaccinale. D'accord ? Donc, cette histoire de myocardite post-vaccinale, c'était donc
essentiellement les Israéliens qui ont sonné que la première alarme a été, et 275 cas, d'accord, dont 148 cas suivant le mois de la vaccination. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est 27 cas après la première dose et 121 cas après, la deuxième dose. Excusez-moi, c'est après la deuxième dose. Donc, comme ceux qui ont eu la deuxième dose, ils ont déjà eu la première dose avant, donc il y a une vraie augmentation. Et le profil qui rapporte, on n'a pas le rapport complet, c'est un vrai problème, c'est largement plutôt des hommes, plutôt jeunes, entre 16 et 30 ans, avec une évolution favorable pour tous. Mais quand on va voir l'évolution favorable, ça n'a pas été forcément sans rien. Et ils estiment l'incidence pour les 16-24 ans entre 1 et 3 000 et 1 sur 6 000, alors qu'en population générale, c'est de 5 sur 100 000. Donc, on a la conclusion qui va arriver, et je vais vous montrer les diapos suivantes, c'est que ça va être une vraie réaction secondaire de la vaccination. Alors, chez les 16-17 ans, aux États-Unis, 2,3 millions de doses, parce que Pfizer avait dans la même dès 16-17, 79 cas de myocardite, péricardite, sur un nombre de cas attendus qui est entre 2 à 19. Chez les 18-24 ans, 9,8 millions de doses administrées, ça c'est dans le rapport de la FDA, 196 cas de myocardite, nombre de cas attendus, 8,83. Donc, on a très probablement sur ces chiffres-là une vraie augmentation. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'il y a eu 2 publications qui datent vraiment d'il y a quelques jours, un dans Pediatrics, l'autre dans Pediatrics Infectious Disease, de ces myocardites. Alors, on voit que l'AMM était respectée, c'est des plus de 16 ans. D'accord ? C'est que des garçons dans cette publication-là, c'est une publication américaine, ça. La race, on n'en parle plus. Et ce qui est très, 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 très intéressant, c'est qu'elles sont toutes survenues après la deuxième dose et toutes dans un délai de 2 à 4 jours après la deuxième dose. Beaucoup, ils ont quasiment tous été hospitalisés et ils ont quand même reçu des corticoïdes ou des immunoglobulines, ou les deux, mon capitaine, mais sans avoir besoin de vraie réanimation. La présentation clinique, ils ont eu toujours des douleurs thoraciques, des adolescents qui se plaignent de douleurs thoraciques, ça nous arrive, mais ce n'est pas un signe de consultation en pédiatrie qui est si fréquent que ça. Les autres signes, la fièvre n'est pas constante, le reste n'a rien de spécifique dans le tableau clinique, mais les trucs. Donc, dans les cas rapportés, 7 garçons, 7 fois la deuxième dose, 7 fois entre 2 et 4 jours. Ça, c'est la publication américaine. Ça, c'est la publication israélienne. 7 cas rapportés, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas tout à fait les mêmes âges. 7 garçons, 6 après la deuxième dose, 1 après la première dose, et le délai, c'est 1 à 4 jours. Alors, quand il y a un regroupement de cas aussi proche, on a quelques raisons de penser qu'il y a quelques chances que ça soit lié. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de prise de position officielle ni de l'IMED, ni de la FDA qui demande d'autres analyses, mais quand même, vous connaissez que je ne suis pas particulièrement un anti-vaccinal et ça ne va pas m'arrêter de vacciner, mais quand même, là, on va retrouver ça probablement comme effet indésirable. Alors, ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que les enfants qui avaient des myocardites dans les PIMS, ils avaient des anticorps anti-S significativement plus élevés que les autres. Donc, on se dit, bon, il y a peut-être ça. Et l'autre point qui ne nous rend pas timides, mais qui nous demande aussi du temps dans la mise en route des programmes de vaccination, c'est ce qui s'est passé en Israël, la position prise en Israël. En Israël, vous voyez les courbes vaccinales et vous voyez depuis juin, il y a quasiment plus de cas, y compris chez les adolescents, y compris chez les enfants. Donc, la position des Israéliens, c'est de dire
peut-être qu'on va vacciner les ados, on va déjà vacciner les ados à risque, on va déjà vacciner chaque fois que c'est nécessaire, mais on a l'impression que en vaccinant bien les adultes, eh ben, on arrive à contrôler pas mal la maladie. Je vous rappelle que leurs frontières sont globalement fermées. C'est très difficile de rentrer en Israël quand on y arrive. Maintenant, il faut avoir de la famille, il faut avoir une PCR, il faut avoir une sérologie. Les gens sont mis en confinement pendant quelques jours en fonction des résultats. Donc, ils n'ont pas de variant indien. Donc, il est possible que quand le variant indien arrive, que ça reparte et qu'il passe à une vaccination généralisée des adolescents. Vous savez qu'aux États-Unis, le taux de vaccination des adultes bloque un peu. On n'est plus très, très, très loin des taux de vaccination adultes des Américains alors qu'ils disposent de vaccins. Donc, on a un vrai problème. D'accord ? Alors, c'est un peu la HAS, c'est la position qu'elle a prise et que je trouve assez raisonnable. Ouvrir très rapidement la vaccination aux adolescents souffrant de comorbidité, d'accord ? Aux adolescents vivant dans l'entourage de périodes immunodéprimées. J'aurais rajouté un point. Il se trouve que maintenant, un certain nombre de pays demandent pour nos ados pour voyager, en particulier quand ils vont faire aux États-Unis qui vont rentrer dans un camp ou rentrer dans une université américaine, on leur demande la vaccination et je leur fais sans arrière-pensée parce qu'il y a une vraie demande et je n'ai pas assez d'arguments pour leur refuser. Voilà. Donc, vous avez l'avis du comité d'éthique qui est venu après l'ouverture. Les enjeux éthiques ne sont pas simples, comme je vous l'ai expliqué, à cause du bénéfice individuel et de la meilleure appréciation des effets indésirables dans cette population. Donc, ils vont un peu dans le même sens. Le comité d'éthique est un peu plus en retrait, mais il faut s'assurer, quand on vaccine un ado, il faut que lui soit d'accord, et il faut que ses deux parents soient d'accord, c'est une règle générale, et il faut que le concernant soit libre et éclairé. Et moi, pour être libre et éclairé, il faut que j'ai un certain nombre de choses à leur expliquer, que ça soit à peu près clair dans notre tête. Bon, donc vaccination des adolescents, oui, d'accord, mais dès maintenant, pour les ados à risque, l'entourage immunodéprimé, pour un certain degré de convenance, je le reconnais, mais cette convenance, quand il s'agit de voir de la famille depuis longtemps, ou quand il s'agit de poursuivre une carrière ou des trucs, je l'admets. Pour les autres, oui, certainement. Si ce n'est pas un prétexte pour ne pas mieux vacciner les adultes, là, on voit maintenant qu'on est, et avoir des données consolidées de pharmacovigilance pour pouvoir s'exprimer clairement sur le rapport bénéfice-risque. Alors, il y a des données un peu discordantes entre les données de pharmacovigilance qui sont un peu floues encore et qui disent qu'il y a quelques filles, qu'il y a quelques cas après la première dose, mais qui ne le précisent pas parce que c'est en cours d'analyse, et ce qui est publié, d'accord, et imaginez-vous qu'on va peut-être arriver à un rapport de bénéfice-risque qui n'est pas pareil chez les filles et chez les garçons. On pensait qu'on vaccinerait que les filles contre le papillomavirus au départ, je vous rassure. Et maintenant, on va peut-être dire, je pousse le raisonnement un peu loin, que chez les filles, c'est un vaccin qui va être très bien toléré, mais moins bien chez les garçons. L'autre point qui est important, c'est l'importance de la sérologie prévaccinale pour éviter les deuxièmes doses, qui paraît particulièrement importante chez les adolescents, parce que le nombre de formes asymptomatiques et post-symptomatiques sont extrêmement importants et qu'on a bien l'impression que cet effet indésirable pourrait être possiblement lié à des taux d'anticorps très élevés. Donc, on ne va pas aller chercher les ennuis pour rien. Et la question qui se pose, qui est aussi réelle, mais qui n'est pas une affirmation, qui est, est-ce qu'une dose chez l'adolescent, ça ne va pas suffire? Parce que, je parle d'adolescent-garçon, parce que s'ils ont des taux d'anticorps aussi élevés que ça après une dose, d'accord, après, il va falloir regarder les anticorps, et qu'après la première dose, il y a très, très, très peu de cas décrits. Donc, c'est sous toutes ces données qui, tout en étant très favorables à la vaccination des adolescents pour leur permettre de retour normal, qui nous permettra dans les semaines à venir, parce que les Américains ont commencé à vacciner le 12 mai, ils sont déjà à plusieurs millions.
Le 12 mai, là, on est à peu près, ils ont reçu une dose. C'est après la deuxième dose que les ennuis éventuels. Ils sont déjà à plusieurs millions de vaccinés. Je crois qu'on y verra plus clair en ce rapport filles-garçons et d'une incidence réelle des effets indésirables en vie réelle et en pharmacovigilance. Maintenant, le signal est connu, il va être suffisamment déclaré. Voilà. Alors, pour les enfants plus jeunes, bon, là, on est vraiment très, très, très loin encore de la très loin en termes de Covid, c'est en mois quand même, hein, c'est pas en années quand même, hein, c'est en mois. Donc, les réponses immunitaires peuvent être différentes. On a vraiment la crainte de déclenchement de maladies type PIMS dans cette tranche d'âge-là. Ça ne nous empêchera pas d'y aller. Les études ont commencé, d'accord. L'hypothèse la plus probable, c'est que ça va les protéger. Hein. Les études vont être plus des études d'immunogénicité et de portage avec un immunobridging que des études d'efficacité, parce qu'on rentre dans une période où, dans les pays où les gens, où les enfants sont inclus, il n'y a pas beaucoup de cas, donc on sera surtout dans l'immunobridging, mais on a vu que l'immunobridging, ce n'est pas rien, d'accord. Et puis, la surveillance de la tolérance paraît plus importante. Enfin, quand on vaccine des plus jeunes et des adolescents, se pose la question des associations vaccinales, parce qu'il y a d'autres vaccins à leur faire, en particulier, et ces délais qui sont fixés aujourd'hui de 14 jours autour de la vaccination, dès qu'on a plus de données, devront tomber, parce qu'il ne faut louper aucune opportunité de vacciner les adolescents quand on les a sous la main. Donc voilà, l'ordre, on a vu, hein, quel ordre? L'ordre, il va être descendant, avec à chaque fois des données d'immunogénicité et d'efficacité quand elles sont symphoniques, des données d'immunogénicité, mais les études vont aller de façon descendante, parce que non seulement ils ont un risque de maladie qui est faible, ils ont une réponse immunitaire qui est différente, et surtout, là, ils ont un rôle dans la pandémie Covid qui est relativement modeste. Et d'ailleurs, j'ai assez apprécié que le comité d'éthique ait commencé son rapport par là, en disant, ben, vraiment, bon, on veut bien les vacciner, les tout petits, mais ce n'est pas pour la dynamique de l'épidémie, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, professeur Cohen. Je vais reprendre la main, juste 2 secondes. Et on va passer à la partie questions-réponses, si ça vous va. On a reçu pas mal de questions, donc merci à tous pour vos questions. On va peut-être commencer par la première. Peut-être pour vous, professeur Marcelin, est-ce qu'il y a un impact sur les résultats de RT-PCR par l'augmentation des tests négatifs de celle-ci avec les variants SARS-CoV-2 versus le SARS-CoV-2 historique? Alors, il n'y a pas. Alors, c'est quelque chose qui est surveillé, c'est la capacité des tests qu'on utilise de RT-PCR à détecter les différents variants. Et actuellement, il n'y a pas de. En tout cas, tous les tests qui sont utilisés actuellement détectent très bien tous les variants. Donc, il n'y a pas de souci de faux négatifs de RT-PCR liés à certains variants. Ça a été évoqué pour un variant particulier, mais bon, voilà, globalement, les tests fonctionnent très bien sur tous les variants, donc il n'y a pas de souci de problème de détection, si ce n'est si on fait un prélèvement nasopharyngé, mais très à distance du début des signes cliniques, et à ce moment-là, on peut très bien ne pas détecter le virus, mais voilà, il n'y a pas de souci de détection. Merci pour votre réponse. Alors, une autre question du coup, mais plus sur les vaccins pour les adolescents. Y a-t-il un type de vaccin auquel les adolescents auraient une meilleure réponse immunitaire face à la Covid? Plus pour vous, professeur Cohen, je pense. Alors, il faut bien... La complication principale a été le PIMS, d'accord, le PIMS ou le MISC. Et ça, c'est un petit peu quand les pneumopathies de l'adulte, ce n'est pas les mêmes mécanismes physiopathologiques, mais au contraire, ça traduisait plutôt une réponse immunitaire extrêmement intense. Rappelez-vous qu'en moyenne, le pic de PIMS est apparu 1 mois après le pic
de la maladie. C'est une maladie post-infectieuse. Hein. Bon. Et on s'est aperçu que ces enfants, au contraire, avaient des titres d'anticorps, quand on les a comparés aux autres enfants, qui étaient extrêmement importants. Ce n'était vraiment pas un problème de réplication virale, peut-être au départ, hein. J'en disconviens pas, mais au moment où ils avaient le PIMS, c'était une réponse immunitaire parfaitement très intense et assez anarchique. Bon. Donc, et pour le PIMS, au début, c'était très, très, très frappant, et on le voit encore dans des études, c'était plutôt les minorités visibles qui étaient touchées. Hein. Vraiment, au tout début, on avait une large prédominance de gens d'origine africaine ou caribéenne. Et puis après, ça s'est un petit peu, j'allais dire, disséminé, mais quand même, on garde toujours une prédominance de ce type-là. En sachant que ça ne témoigne pas forcément de facteurs génétiques, il commence à y avoir des facteurs génétiques qui favorisent le PIMS. Ça commence, l'équipe de Jean-Laurent Casanova a décrit des choses, mais c'est surtout, ça traduit toujours beaucoup plus les conditions socio-économiques et de promiscuité qui étaient plus importantes. Et alors, ce qui est très intéressant de penser, ça c'est une idée qui est importante, c'est que la majorité des PIMS, la contamination était intrafamiliale et pas à l'école. Là, on a fait une étude dessus, qui n'est pas encore publiée, mais pratiquement, la contamination était beaucoup en intrafamilial. Voilà. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, on a une autre question aussi, peut-être pour le professeur Marcelin. Qu'est-ce qui fait que la vaccination par certains vaccins tels AstraZeneca est dangereuse pour les jeunes, alors que ce n'est pas le cas pour les adultes âgés de plus de 50 ans? Alors ça, c'est parce qu'il y a eu une alerte sur les risques de thrombose centrale chez certaines personnes. Et alors, c'est vrai que la distinction, en particulier chez des personnes peut-être plus jeunes, même si la distinction d'âge n'est pas très, très claire, puisqu'il y a des pays qui ont... qui ont autorisé cette vaccination jusqu'à 60 ans. En France, c'était 55 ans. En tout cas, c'est vrai que en raison de ce risque de thrombose veineuse centrale, il a été recommandé de vacciner en fait les personnes de moins de 55 ans avec le vaccin Pfizer et pas avec le vaccin AstraZeneca. Et d'ailleurs, je voulais répondre à une question, je vais enchaîner rapidement parce qu'il y a une question justement sur cette combinaison d'abord du vaccin, des personnes qui ont reçu le vaccin Astra, puis le vaccin Pfizer, et sur l'efficacité vis-à-vis des variants. Et en fait, elle est plutôt très bonne parce qu'il était montré que ces personnes qui ont ce qu'on appelle ce prime boost hétérologue, en fait, ont des taux d'anticorps plutôt assez élevés. Et comme l'a bien dit Robert Cohen tout à l'heure, on est en train de voir qu'il y a une corrélation entre le taux d'anticorps et la protection. Et donc, oui, et plus finalement, plus le taux d'anticorps est élevé, plus la protection vis-à-vis des différents variants va être importante. Donc, oui, il n'y a pas de souci avec ce type de combinaison de prime boost hétérologue. Si je peux, parce que cette histoire de thrombose a fait soulever deux hypothèses. Thrombose alors au début, rappelez-vous, c'était surtout des femmes, des gens jeunes, etc. Et puis après, comme on a vacciné différemment, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses. Et c'est pour ça que je me méfie un peu pour les myocardites. Au début, on décrit que des garçons. C'est quand même impressionnant. Après, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc je suis un peu méfiant, mais il y aura quand même une prédominance. Et alors, moi, j'ai lu deux papiers. Tu me diras ce que tu en penses. Il y en a un qui a dit que une hypothèse que le gène du spike qui était dans l'AstraZeneca était, et même dans le Janssen, puisque dans le Janssen, il y a eu le même type de phénomène qui a été décrit que l'AstraZeneca, était, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas un spécialiste, mais qui était plus long, qui n'était pas tout à fait le même que dans
les vaccins ARN. Bon. Alors ça, je ne sais pas trop, mais ce qui a été dit aussi, peut-être que c'était lié au fait que ce soit un vecteur adénovirus. Voilà, c'est ça. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'ils n'expriment pas simplement que le spike, mais ils expriment aussi d'autres gènes de l'adénovirus vecteur, forcément. Même s'il ne se réplique pas, oui. Même s'il ne se réplique pas, il y a une expression de gène et que cette expression de gène et que ça allait se retrouver probablement. Alors pour le Sputnik, on ne sait pas encore, c'est autre chose. Voilà. Mais pour les deux, que c'était un effet de groupe et que ça ne se produit pas. Il y a les deux hypothèses qui ont été soulevées. Oui, exactement, les deux. Après, je crois qu'on n'a pour le moment pas la réponse définitive. Ça reste des hypothèses. Parfait. Merci beaucoup, professeur Marcella et professeur Cohen, pour vos réponses. Alors, on a reçu beaucoup de questions et on arrive à la fin de la session. Donc, je pense qu'on peut conclure là. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous donne juste la fin, le mot de la fin. Il y avait une question sur est-ce qu'on connaît des facteurs de risque de la myocardite post-vaccinale? Non. En dehors de garçons, on ne connaît rien. Bon, le reste, c'est la répartition des sexes était pareil. Alors, il y a une autre question auquel je réponds très facilement, c'est le fait de la sérologie prévaccinale. Une question importante, oui. Voilà. Elle a été recommandée par l'HAS de façon assez... l'HAS a été innovatrice par rapport aux autres pays. Hein. Donc, pas toujours l'habitude de ça, mais là, c'était comme ça. Non, mais je vais reconnaître, c'est bien. Donc, et je trouve que quand on a une probabilité pré-test entre 20 et 40%, c'est pas ridicule du tout de faire ça. Mais c'est d'autant moins ridicule qu'on va se retrouver à des populations qui vont être asymptomatiques pour la majorité des cas. Donc, les adolescents, à mon sens, rentrent tout à fait dans cette recommandation, et comme les jeunes, beaucoup plus que les sujets plus âgés, etc. Enfin, beaucoup plus, ils rentrent chez tout le monde, mais là, il y a vraiment une justification. Et s'ils ont des anticorps, eh ben, c'est bien que de ne pas leur faire la deuxième dose. Oui. Surtout que, juste pour conclure, c'est que les personnes qui ont fait le Covid, même asymptomatiques, et ont une dose de vaccin, ont des taux d'anticorps qui sont très élevés. Voilà. Et donc, ça ne justifie pas du tout de faire une deuxième dose. Il ne faut pas chercher la bagarre quand ce n'est pas nécessaire. Exactement, on est d'accord. Très bien, merci beaucoup à vous deux, merci à nos participants, merci aussi pour vos questions très pertinentes. Je pense qu'on va devoir conclure ici. Donc, merci d'être là pour cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail-là, c'est france@elivir.com. Et merci professeur Marcelin et professeur Cohen pour votre présence ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.